Avec le voyage dans la Lune en 1902, Georges Méliès propose un spectacle fascinant et illusionniste entièrement filmé par un cinématographe. Grâce à ses trucages astucieux et à son humour qui parodie Jules Verne, il met un terme au film scientifique et le cinéma prend le statut de divertissement. La détermination de Méliès à se procurer un cinématographe et sa créativité lui ont permis de transposer la féerie, l'absurdité et l'imaginaire de ses spectacles de magie au cinéma. Sur les thèmes de l'innovation scientifique, de la vie sur la Lune, des extraterrestres et de l'héroïsme, le voyage dans la Lune a connu un succès phénoménal en France puis en Amérique. Ce serait de la Terre à la Lune de Jules Verne qui lui aurait inspiré l'histoire et son imagination sans limite qui l'aurait poussé à développer les premières techniques de montage vidéo. Méliès fut le premier à voir en le cinématographe la possibilité de divertir les gens dans plusieurs lieux en même temps. En 1917, Charlie Chaplin passe 4 nuits complètes à peaufiner le montage final de L'Immigrant. C'est un cinéaste certes très exigeant qui écrivait le scénario, produisait et jouait dans ses films. Il allait parfois même jusqu'à composer certaines musiques. L'Immigrant est considéré comme son film à 2 bobines le mieux réalisé. L'ingéniosité et l'imagination étaient à la base des techniques d'illusion de l'époque. Pour ne citer qu'un exemple, un pendule avait été fixé sur la caméra pour reproduire l'instabilité du bateau. L'Immigrant est un chef-d'œuvre comique qui s'inspire de l'expérience de Chaplin lui-même lorsqu'il a émigré du Royaume-Uni. Il faut dire qu'il adorait créer un effet de surprise chez les visionneurs et que son humour bien à lui faisait tout le charme de son personnage Charlot. En 1926, Fritz Lang réalise Metropolis, ce film qui marquera la fin du cinéma muet. Sur les thèmes de la modernité, de l'antisémitisme et de l'industrialisation de l'Allemagne des années 20, ce classique du cinéma cherche à évoquer l'essor époustouflant de la société. Effectivement, entre 1919 et 1925, l'industrie allemande progresse à un point tel qu'elle vient à diviser la société en 2 classes différentes, la classe ouvrière et la classe supérieure. D'ailleurs, Hitler, en voyant Metropolis, s'écrie « Voilà l'homme qui nous donnera le cinéma qu'il nous faut ». Certains avancent que ce film aurait prédit le système concentrationnaire nazi. Toujours en est-il que le film a nécessité 36 000 figurants, dont 1100 chauves, oui, et au-delà de 500 gratte-ciel et 1,3 million de mètres de pellicule, selon l'ouvrage « L'histoire des plus grands succès du cinéma ». La Grande Illusion a été d'un succès phénoménal dès sa sortie en 1937 et ce film est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans son film, Jean Renoir a voulu mettre de l'avant l'harmonie, la paix et la fraternité au-delà des frontières politiques. La Grande Illusion dénonce l'illusion de dire que la guerre est utile et que des individus de classes sociales différentes ne peuvent discuter et se comprendre. Après avoir été considéré comme entreprise de démoralisation et censuré, il fut classé en 1958 parmi les 12 meilleurs films du monde. D'après l'histoire des plus grands succès du cinéma, Renoir chercha à financer son film pendant 3 ans et ce film rapporta 3 fois son coût à la fin de la première année de sortie. C'est en 1941 aux États-Unis qu'Orson Welles réalise Citizen Kane.
Très innovateur sur le plan dramatique et d'une grande finesse technique, Citizen Kane est un film charnière. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Kane, milliardaire et imposant, peut être comparé à Donald Trump. Les thèmes de la politique, de la dictature et du pouvoir de l'argent sont abordés avec audace, ce qui ne plaît pas à tous. Le film est censuré et la pellicule menacée d'être brûlée. Certes controversé, il a tout de même gagné le score du meilleur scénario et figure parmi les 12 meilleurs films du monde. And the slum child know they can expect my best efforts in their interests. The decent, ordinary citizens know that I'll do everything in my power to protect the underprivileged, the underpaid. Avec l'intensité, l'action et la rigueur du scénario, Les Sept Samouraïs certifient le talent d'Amira Kurosawa. Ce réalisateur japonais tire son inspiration des westerns américains. Voilà qui est ironique, parce que les Sept Samouraïs ont connu une telle fureur que les Américains en ont acheté les droits pour en faire un western, Les Sept Mercenaires. Intemporel, ce chef-d'œuvre aborde la guerre et la peur. Si la première partie du film instaure la supériorité des samouraïs sur les paysans, la scène où un samouraï est fait prisonnier et où une paysanne en profite pour le punir renverse cette idéologie. Un message humaniste s'en dégage donc, malgré la violence de l'œuvre. Le combat final, cette scène d'une tension dramatique à couper le souffle, fut aussi attendue qu'appréciée par les fervents admirateurs d'action. En 1959, William Wyler réalise le grand film Ben-Hur, connu pour avoir gagné 11 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, soit Charlton Heston. Mais s'il figure parmi ma liste des grands classiques de la cinématographie, c'est aussi pour l'audace de cette réalisation des années 50. Selon l'ouvrage Les 100 classiques du cinéma, non seulement les coûts de production ont effleuré les 15 millions de dollars, ce qui était énorme pour l'époque, mais d'autant plus qu'ils ont créé un lac artificiel et 2 galères de grandeur réelle pour les biens du film. Effectivement, sa réalisation a été longue. La course de char, qui ne dure que 20 minutes dans le film, a nécessité 3 mois de tournage. Ben-Hur porte un message teinté d'amitié et de vengeance et aborde la puissance de Rome et la naissance du christianisme. C'est un titre à connaître, pour le moins. En 1967, Bonnie and Clyde, d'Arthur Penn, connaît un triomphe commercial qui aida le cinéma américain à sortir de ses difficultés financières. Mêlant violence, complicité, innocuité morale, anarchie et sexualité, c'est l'histoire de 2 amants tueurs et braqueurs de banque. Malgré quelques critiques, ce film fut somme toute reçu avec un engouement particulier. Par exemple, on le considéra comme une mauvaise influence pour les jeunes, manquant alors de repères et étant en quête d'épanouissement sexuel. D'autre part, la critique clama que les personnages hors la loi étaient mis à tort sur un piédestal. Quoi qu'il en soit, le film représentait la réalité de Bonnie and Clyde, 2 criminels américains membres du gang Barrow. Ils auraient tué 14 personnes durant la Grande Dépression au centre des États-Unis. Un grand film, disons-nous. Et oui, d'ailleurs, l'année de la sortie du film, Serge Gainsbourg enregistre la chanson Bonnie and Clyde avec Brigitte Bardot. No. Look, I ain't a rich man. You could get a rich man if you tried. I don't want no rich man. You ain't gonna have a minute's peace. You promise?
Du côté occidental, le cinéma indien compte parmi ses plus grands classiques Pather Panchali, sorti en 1955. Le réalisateur a osé le réalisme au moment où le cinéma indien reflétait souvent une histoire naïve et mélodramatique. C'est avec mérite qu'il a gagné le prix du document humain au Festival de Cannes en 1956. Centré autour de la famille, de la pauvreté et de la dévotion, c'est effectivement une œuvre très humaine. Cet hommage a placé Satyajit Ray en position honorable parmi les nombreux réalisateurs indiens. Il faut savoir que l'Inde est le plus grand producteur de films au monde, produisant autour de 700 films par année, selon le livre 100 ans de cinéma. Parmi les classiques de la cinématographie algérienne se classe Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar Amina. Sorti en 1966, il remporte le prix de la première œuvre à Cannes en 1967. Le récit réaliste aux arts épiques est teinté de courage et de détermination. C'est l'histoire d'une mère qui est à la recherche de son fils détenu dans un camp par les soldats français. C'est l'histoire de cette femme, portée par l'amour si fort et inconditionnel d'une mère, qui résiste aux insultes de l'armée jour après jour, dans l'espoir de sortir son fils du camp dans lequel elle l'a retrouvé. Le réalisateur aborde la colonisation française de l'Algérie avec une dureté qui nous fait réfléchir.